Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et un sous-titre qui est forcément éloquent. L'enquête vérité sur la police des polices IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon, avec évidemment un point d'interrogation. Nous sommes avec Frédéric Charpier, journaliste d'investigation. Bonjour Frédéric Charpier. Bonjour. Oui, Frédéric Charpier, IGPN, la police des polices. C'est vrai que vous tombez à point. D'ailleurs, je rappelle que vous avez écrit beaucoup de livres, beaucoup d'essais, etc., sur les politiques, société, etc. D'ailleurs, le plus récent, corrigez-moi si je me trompe, c'est sur Mélenchon, non ? Oui, je crois. Je crois, oui. Mais parlons de la police. Effectivement, non, parce que je dis que vos livres tombent à point parce qu'on est, ce n'est pas nouveau et vous le rappelez dans votre livre. Effectivement, voilà, la police, les bavures, les excès, et vous rappelez une chose que tout le monde doit savoir déjà, bien sûr. C'est que la police, comme l'armée, tiennent la violence, ce qu'on appelle la violence légitime, de la part de l'État, le droit de porter les armes, le droit de les utiliser, mais évidemment, ça nécessite, ça exige une immense responsabilité. Et voilà pourquoi on l'a créé, et c'est intéressant, je ne savais pas du tout, dans votre livre vous le dites, que l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, a été créée en décembre 1884, mais que 30 ans avant, on avait déjà créé l'Inspection Générale des Services. Est-ce que c'était déjà le même métier, la même préoccupation que celle qui dirige l'IGPN aujourd'hui ? Dans l'idée, dans l'esprit, oui, en quelque sorte, puisqu'il s'agissait quand même de contrôler les gens qui avaient ce pouvoir dont vous avez parlé et qui étaient au service donc de la répression, au service de la loi. Donc il fallait s'assurer que les gens qui étaient bien recrutés pour cette mission l'accomplissaient en respectant les règles et puis en ayant un profil, parce que souvent c'est ça aussi qui était le problème à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas très sûr forcément toujours de qui on recrutait. Et ça c'est une mission de l'IGPN qui est restée, c'est-à-dire de s'assurer quand même, pendant très longtemps, il y a eu des enquêtes qui étaient menées notamment par l'IGS. Il y a ces deux sigles, mais il y a des enquêtes qui ont été menées pendant très longtemps sur les postulants. Donc, dans un premier temps, c'était de s'assurer de qui on recrutait. Déjà de leur rectitude, de leur honnêteté, enfin de leur honnêteté au bon sens du terme, oui. C'est-à-dire de savoir à qui on avait affaire, quoi. Bien sûr. Mais bon, cela n'empêchait pas à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui de vérifier à qui on a affaire. Oui. Donc, mais globalement, oui, on arrivait à savoir à peu près à qui on avait affaire. Et justement, oui, allez-y. Il y a une autre explication sur la création de l'IGPN aussi. Au départ, c'était quasiment un petit service de renseignement parce que c'était des policiers de très haut niveau qui étaient choisis, mais pour une autre raison, c'est qu'ils servaient aussi à vérifier parmi les fonctionnaires, soit d'État, mais on le voit bien dans l'affaire Dreyfus, ils ont été utilisés pour ça. Oui. Donc il y avait une utilisation quand même de ce service dans un but, on va dire, de contrôle, un peu comme les renseignements généraux, autrefois en partie, etc. Et d'espionnage aussi. D'accord. Oui, en fait, il y avait les deux fonctions, effectivement, c'est-à-dire servir l'État, mais l'État se serve d'eux dans certaines circonstances également. Frédéric Charpier, on va parler de tout ça longuement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est au centre, en tout cas, des débats, non seulement des débats présidentiels, bien sûr, mais des débats permanents. On se retrouve après les informations, restez avec nous, et vous aurez aussi les auditeurs du Sud Radio qui auront beaucoup de questions à vous poser. Absolument, vos questions vous les posez en nous appelant au 0826 300 300. Nous sommes toujours avec Frédéric Charpier, auteur de l'IGPN, une enquête sur la police des polices. On se retrouve dans un instant après les informations. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il n'y a pas que moi qui suis dans tous mes états. Et l'IGPN,
L'inspection générale de la police nationale, une institution au-dessus de tout soupçon, point d'interrogation. Frédéric Charpier, le journaliste d'investigation, voilà, a mené l'enquête sur la police, la fameuse police des polices. Alors c'est assez compliqué en ce moment, Frédéric Charpier, parce que c'est vraiment depuis quelques années, on va pas raconter toute l'histoire de GPN et de JS depuis 1854 ou 1884, mais depuis, et vous vous rappelez effectivement en 1986 avec les voltigeurs Malik Oussekine, vous rappelez 2005 avec les soulèvements en banlieue et effectivement un certain nombre de Théo, notamment l'histoire de Théo qui a eu lieu, vous rappelez beaucoup plus récemment Adama Traoré, les uns, la police l'a tué, les autres, non, c'est lui-même, crise cardiaque, etc. On va pas rentrer dans le détail, mais vous le racontez dans votre livre, et donc vous le racontez bien, et je renvoie effectivement les auditeurs à lire ce livre, où ils apprendront, en tout cas, ils se remémoreront de beaucoup de choses. Ce qui se passe dans le 3, les banlieues, et récemment un film qui a eu beaucoup de succès, venu parler de ça, alors traité de conservateur, voire de facho par les uns, ou au contraire de très lucide par les autres. Je parle du film Bac Nord. Effectivement, sur la BAC. Alors, Frédéric Charpier, aujourd'hui, on a l'impression que la France est divisée en deux camps. Les uns qui disent, effectivement, la police se font à chaque fois agresser, tir au mortier, voiture de police brûlée, Viry-Châtillon où ils ont failli brûler vifs dans leur voiture, etc., etc. Et les autres qui disent non, tout le monde est la police, assassin, etc., etc. Est-ce que c'est, je dirais, très ancien, c'est une polémique très ancienne, ou qui en tout cas a repris de sacrées couleurs depuis quelques années? Je pense, si vous voulez, évidemment, il y a le côté on n'aime pas les flics, c'est une vieille antienne. Ouais. Il y a toujours eu un réflexe en France, le côté un peu gaulois, un peu je m'en foutise, qui n'aiment pas qu'on leur donne des ordres, qui n'aiment pas traverser dans les clous, etc. Gaulois réfractaires. Voilà, il y a cette petite culture, bon, qui avait fini quand même un peu par disparaître, parce que tout ça est un peu quand même vieillot, et il était temps, bon, qu'on regarde les choses en face. Bon, là, ce qui se passe, c'est ce que vous expliquez, c'est à la fois vrai et peut-être faux. C'est-à-dire qu'il y a bien ce que vous dites, mais ça concerne qui? C'est-à-dire que quand vous dites, bon, il y a des gens qui ont fait vocation d'hostilité rabique envers la police, c'est qui? C'est combien de divisions? Ça s'appuie sur quoi? Je pense, si vous voulez, que les médias, évidemment, grossissent et l'un et l'autre camp, des deux camps, mais qui, selon moi, si vous voulez, ne sont pas aussi représentatifs que la réalité, voilà, que peut l'être la réalité. C'est ce que je pense sincèrement. Donc je pense, si vous voulez, qu'il y a des forces politiques qui sont hostiles à la police. Elles le sont d'ailleurs historiquement. Hein. Dans le livre, je reviens d'ailleurs sur un certain nombre d'épisodes de ce genre pour contextualiser. C'est pas pour le plaisir de raconter des vieilleries, mais c'est d'expliquer d'où on vient sur ces sujets-là. Voilà. Et donc, et de l'autre côté, vous avez des syndicats de police qui, depuis, on va dire, la dernière présidentielle, à l'époque de Chirac et de Jospin, ont complètement culbuté leur relation avec la presse. Et j'ai assisté d'ailleurs à ce moment-là, à l'époque, puisque j'ai couvert pas mal de manifestations de policiers et d'autres choses à cette époque-là. Et donc je pense que les relations entre les médias, la police et la gendarmerie à cette époque ont profondément changé. Et il y a eu peut-être aussi, peut-être une surprésence policière, enfin des syndicats de policiers, de certains syndicats de policiers dans les médias. Et de l'autre côté, peut-être aussi une surenchère médiatique dans certains milieux, bon, qui sont traditionnellement des milieux hostiles, effectivement, à la police. Ça, dans l'affaire Traoré, bon, si je veux dire, c'est quasiment une caricature. Oui. Mais elle a été sacrément instrumentalisée, vous êtes bien d'accord quand même. Parce que quand vous dites, effectivement, on est la vérité et l'erreur, mais avant de revenir à l'IGPN, la vérité et l'erreur sont peut-être relatives, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est pas une question de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, d'ailleurs vous ne le faites pas, mais c'est une espèce d'exacerbation, alors que les médias y jouent un rôle, c'est évident, mais en même temps, il y a une espèce de, comment dirais-je, de fait diversion, j'allais dire. On a l'impression que presque tous les jours, alors est-ce que vous trouvez que c'est gonflé, que presque tous les jours, il y a des chocs, etc., qui ne sont pas apocalyptiques, mais à bas bruit qui existent?
Non, mais ça c'est exact, par contre. C'est-à-dire qu'il y a une montée dans les cités, mais cette violence, elle existait aussi avant. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans le bouquin, je reviens sur certains épisodes. Ouais. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que dans certaines affaires, que ce soit Villiers-le-Bel ou les événements qui ont suivi l'affaire Traoré, la mort du jeune Traoré, vous avez eu des incidents extrêmement violents qui se sont produits dans les cités, mais quand vous regardez ce que j'ai fait attentivement, les dossiers, les procédures, les PV, etc., vous apercevez quand même que ce sont des petits groupes très mobiles, très déterminés, comme on veut, peu importe. Mais ça représente pas grand monde. Les gens qui sont très actifs dans ces moments-là, c'est une centaine de personnes. Alors je ne dis pas qu'autour, mais ça, je dis une centaine de personnes parce que je m'appuie sur les rapports de police ou de gendarmerie. Hein. J'étais pas sur le terrain, je les ai pas comptés moi-même. Mais disons que grosso modo, cette hyper-violence, elle existe. Et elle devrait poser des problèmes parce qu'on tire de plus en plus volontiers sur la police avec des armes à feu. Ça, c'est quand même nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui. Et alors justement, pour revenir, on va en reparler. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, parce que c'est pas assez clair dans votre livre, je vous le dis, et c'est intéressant parce que votre livre fourmille d'éléments, d'informations, etc. intéressants. Mais pour revenir à l'inspection générale de la police nationale, on a l'impression que on ne sait pas très bien si jusqu'à aujourd'hui, mais vous le dites alors très honnêtement, est-ce qu'ils font leur boulot vraiment? Je veux dire, est-ce qu'ils sanctionnent comme il faut, ou au contraire, justement, ils défendent aussi comme il faut? Bien sûr qu'il faut défendre. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, alors il y a eu des tas d'épisodes, mais est-ce qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, ils font effectivement ce qu'ils doivent faire? Parce que les adversaires disent oui, mais les JPN, ils couvrent. On entend ça, alors y compris dans les médias ou ailleurs, ou au contraire on dit non, c'est pas vrai, ils font leur boulot. Alors là, je voudrais avoir vraiment votre sentiment après cette enquête. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur ce que c'est que leur boulot, justement. Oui, absolument. Je pense qu'on leur prête souvent un rôle qu'ils n'ont pas. Si vous voulez, dans le cadre d'une enquête administrative, on leur demande pas de trancher un débat et de condamner et d'envoyer les gens soit en prison, soit les virer de la police. C'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande d'établir un certain nombre de faits. Après, ils les établissent ou pas avec, peut-être les moyens qui manquent, parce que quand il y a beaucoup d'enquêtes, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a eu l'IGPN a mené plus de 1000 enquêtes en 2020. Et leurs effectifs globaux, je regarde ma note pour ne pas me tromper, c'est un peu moins de 300. Oui, c'est sûr que ils ne font pas que ça. Oui. Donc, je veux dire, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut. En plus, mais bon, il faut aussi tenir compte des réalités. Bien sûr. Aussi, dans les affaires, si vous voulez, de violence de rue, sociale, etc., type gilet jaune, vous avez eu aussi une politique du parquet qui a amplifié l'intervention de l'IGPN, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'on leur demandait de faire. C'est-à-dire que le parquet avait décidé de saisir systématiquement, à chaque fois qu'il y avait un problème, l'IGPN. C'était d'une manière, à mon avis, personnellement, de se couvrir un peu. Bon, mais ça crée une surcharge pour l'IGPN qu'elle n'a pas réussi forcément à assumer dans un temps, on va dire, raisonnable, et qui a donné cet effet de loupe, vous voyez, sur ce qu'elle a fait. Et puis les résultats, parce que vous saisissez un service, vous dites qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, s'il ne s'est rien passé, vous dites qu'il ne s'est rien passé. Et à ce moment-là, on va dire, oui, mais l'IGPN a enterré une affaire. Ben, des fois, si on ne l'avait pas saisie, elle n'aurait pas eu besoin de l'enterrer. Elle a tout simplement transmis au parquet qui lui-même a classé. Bien sûr. Il faut remettre chacun face à ses responsabilités. Oui, c'est très juste. Et on va en parler de cela parce que vous racontez cet épisode et les gilets jaunes, on va revenir là-dessus. Et le tir tendu, on a su ce qui s'est passé avec les LBD et les grenades de désencerclement. Il y a eu quand même des choses assez graves qui se sont passées. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus juste après ceci. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien justement, que vous soyez policier, gilet jaune ou tout simplement si ce sujet vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous allez prendre la parole dans un quart d'heure. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Frédéric Charpier, vous rappelez, et avec raison, que ce n'est pas l'IGPN qui sanctionne, c'est pas l'inspection générale de la police nationale qui sanctionne, c'est le parquet et c'est la justice. Parce que beaucoup de gens ont tendance, et vous le rappelez tout à fait judicieusement dans votre livre, que les gens ont tendance à penser que c'est l'IGPN qui sanctionne directement et qui prononce des condamnations ou des sanctions. Évidemment, c'est pas le cas. Mais je voudrais qu'on reste un peu, puisque vous en parlez assez longuement et assez légitimement dans votre livre, sur ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, le tir tendu, vous savez, Jérôme Rodriguez, les éborgnements, etc., les mains arrachées, grenades de désencerclement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le rapport justement avec l'État, la police, les juges et l'inspection générale à ce moment-là? Bon, l'inspection générale, elle a été saisie après de manière systématique. Mais en ce qui concerne la politique, on va dire, de maintien de l'ordre, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Qu'est-ce qui a été voulu d'emblée? Je pense que j'avais commencé à travailler déjà à cette époque-là sur le sujet, et d'emblée, je me souviens d'avoir discuté avec des policiers, bon, qui étaient, disons, à des postes de responsabilité, et je pense que d'emblée, ce qu'ils voulaient, c'était couper court assez rapidement. Et je pense que la politique qui a eu lieu, c'est-à-dire d'une violence un peu raide sur des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester. Il faut dire les choses, il y a beaucoup de gens qui sont venus au début, qui étaient des primo, on va dire, manifestants. Quoi. Absolument. Des gens qui n'avaient pas eu l'habitude de s'affronter. Or, les militants savent que quand vous allez à un affrontement comme ça, il y a des risques, vous prenez des risques, etc. Bon. Donc, il y avait ce côté délibéré de vouloir faire mal. De ratisser, c'est-à-dire d'embarquer le maximum, parce qu'il y avait aussi un autre problème qui se posait, c'est celui du renseignement. Parce que là, on avait affaire à un mouvement que personne ne connaissait, avec des leaders qui émergeaient, et puis peut-être derrière une faune qu'on aurait bien aimé identifier. Vous voyez, donc vous arrêtez, vous signalisez, vous créez un fichier. Et comme ça, grosso modo, vous pouvez avoir déjà un aperçu sur qui manifeste et pourquoi. Et puis derrière tout ça, que ce soit la violence, le fichage et les condamnations, il y a eu beaucoup de condamnations au début, de gens qui sont passés en flagrant délit et qui ont été condamnés, bon, vous dissuadez. Et ce qui s'est passé, bon, ça a plutôt bien marché sur la masse, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les militants ont pris le relais, disons, en devenant des gilets jaunes, plus ou moins officiels, et là, si vous voulez, on a eu cette couverture un peu curieuse qui a duré presque un an. Tous les week-ends, il y avait le rendez-vous. Samedi, C'était extrêmement curieux de voir ça. Moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine du maintien de l'ordre. Je me suis intéressé à ces choses-là jadis. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, c'était quasiment devenu une activité dominicale, avec les centres-villes. On sait très bien que les centres-villes, c'est sensible. Bien sûr. D'ailleurs, voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui m'a échappé. Alors, est-ce que c'était délibéré? Est-ce que c'était une incapacité à régler le problème ou à le régler mal, ou je ne sais pas. Il y a eu quelque chose d'anormal dans le traitement après coup de ce qui s'était passé au début. C'est ce que je pense. Et justement, et alors, de ce point de vue, est-ce qu'il y a eu, pour revenir à l'inspection générale, par rapport à justement vous en parlez du tir, ce qu'on appelle le tir tendu, c'est-à-dire des gens qui visent à la tête, etc. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès général de qui que ce soit, ça n'est pas généralisé, mais est-ce que l'IGPN a été sollicité ensuite pour l'enquête, etc., de façon systématique, après? Vous le dites vous-même. Oui, elle a été systématiquement saisie. Mais vous disiez tout à l'heure, vous parliez de l'usage de la force, qui est un privilège confié à des gens recrutés, avec des critères. La force légitime, enfin l'usage légitime. Vous appeliez la force légitime. Et ça existe. Et l'IGPN, elle n'est pas là pour dire que c'est pas bien de faire mal à quelqu'un dans la répression d'un mouvement social. Elle est là pour dire est-ce que en rétablissant l'ordre ou en se manifestant, la police a utilisé de manière réglementaire et pas de manière disproportionnée la force. C'est ça, et les moyens qui sont à sa disposition. C'est ça dont elle est juge. Elle n'est pas juge au-delà. Donc vous pouvez très bien avoir un policier qui va faire mal à quelqu'un, et derrière l'IGPN qui dit il a agi dans les règles. Vous voyez, ça, c'est une enquête administrative. Mais est-ce que c'est l'IGPN qui, par exemple, peut dire, là, il a agi de manière disproportionnée, il est allé trop loin? C'est l'IGPN qui dit ça? Mais j'ai écrit dans mon livre ce que l'IGPN pense de ce qui s'est passé à Marseille. Cette femme
qui a été atteinte dans son appartement, une vieille dame qui a plus de 80 ans, qui est morte dans la foulée. Bon, et là, l'IGPN a très bien énuméré les faits, repéré les gens. Et son avis, c'est qu'il y avait eu un usage intempestif et mal pensé de ça. Le tir tendu, vous parlez du tir tendu, c'est effectivement, c'est quelque chose de très important, le tir tendu, parce que c'est pas nouveau, hein. Historiquement, tous ceux qui ont connu les années 70 ou même 68, c'est pas mon cas, mais bon, quand même, on se souvient de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il y a eu beaucoup de violences de ce genre, et après, dans les années 70, le tir tendu était devenu quasiment un usage regrettable et assez constant chez les forces de police, parce qu'il y avait des bagarres sans arrêt. Bon, on peut imaginer que c'était une manière comme une autre de dissuader. Donc le tir tendu, aujourd'hui, c'est avec des armes qui sont encore plus fortes. Donc c'est répréhensible. Le tir tendu, c'est illégal pour un policier, il n'a pas le droit. Donc l'affaire de Marseille, elle est très intéressante pour ça, parce qu'au fond, les policiers disent on a tiré réglementairement, c'est-à-dire on a fait un tir en cloche, parce qu'on n'a pas le droit de viser les gens, mais l'enquête, une partie de l'enquête a bien démontré que c'était pas vraiment le cas. Il n'y avait pas eu, c'était pas possible que le tir soit en cloche. Là, je ne tranche pas, la justice tranchera. Mais enfin, disons que là, si vous voulez, on a affaire à quelque chose, à un événement où l'IGPN a joué un rôle extrêmement positif. Parce que bon, il y a d'autres cas que je cite dans le bouquin, ou même des médias, pourtant très engagés, ont reconnu à gauche et très hostiles à la police d'habitude, ont reconnu que l'IGPN avait fait un très bon travail. Donc on peut pas généraliser, globaliser, mais généralement, l'IGPN, ils essayent de faire leur boulot. Est-ce qu'aujourd'hui le tir tendu est toujours, mais pas de façon quotidienne, mais le tir tendu est toujours chose courante, ou il est aujourd'hui, je dirais, très surveillé, voire interdit, ou pas, à votre connaissance? Le tir tendu, il est interdit. On n'a pas le droit de viser quelqu'un avec un lance-grenade ou un jet. On n'a pas le droit. Ou un LBD, oui, c'est ça, oui. D'accord. On n'a pas le droit. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est interdit, donc on n'a pas le droit de le faire. D'accord. Et juste un mot là-dessus, par rapport à c'était très intéressant, puisque vous avez interviewé la Brigitte Julienne, c'est ça, la patronne, pardon. Oui, de l'inspection. Et en fait, c'est très intéressant. Vous commencez votre livre en disant qu'elle avait un rapport qui était un rapport historique. Et je voudrais que vous nous racontiez cela, parce que vous voudrez écouter, voilà, c'est arrêter de chosifier la police, ou arrêter, etc. Brigitte Julien, elle avait un rapport historique sur son bureau quand il y a eu la cérémonie, effectivement, la fameuse cérémonie 25 janvier, pour les vœux, 25 janvier 2020. Oui, c'est l'affaire Petiot, en fait. Vous faites allusion à l'affaire Petiot. Oui, c'est amusant. Oui. C'est-à-dire que, l'affaire Petiot, en deux mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet immonde criminel, c'était un médecin, sans doute à moitié fou, mais crapuleux, et qui aimait l'argent visiblement aussi, qui faisait disparaître des Juifs pendant la guerre à Paris, dans une de ces caves, qui était équipée d'un incinérateur. Donc, il avait fait, je crois, exterminer plus d'une trentaine de personnes. Et donc, quand il a été arrêté, quand on est descendu chez lui, il a réussi à s'enfuir. Et la presse de l'époque était la presse collabo, d'ailleurs. C'était mis à tirer à boulet rouge contre le préfet de police de l'époque, en disant la police est complice. Il faut dire qu'à l'époque, les mouvements collabo avaient toujours de mauvaises relations avec la police. Avec la police, oui. Il y avait beaucoup de problèmes avec eux. Intéressant. Soyeux, tout permis, et c'est amusant. Et alors donc cette affaire, il y a eu une campagne de presse contre l'IGS, contre la police, etc. Et le préfet a voulu écarter toute possibilité de collusion entre la police, des policiers et Petiot. Et donc il a saisi l'IGS, et l'IGS a rendu au préfet de police un dossier énorme qui était effectivement sur le bureau de Madame Julien, là, quand je l'ai croisé, et qui était un énorme pavé, comme ça, avec une accumulation de PV. C'était le truc complet, l'enquête totale qui avait été faite pour, au final, dire qu'il n'y avait pas eu de... ce que voulait dire Madame... Voilà, il n'y avait pas eu de collusion et que l'APJ était... Et Madame Julienne voulait dire que, vous voyez, on fait notre travail. Enfin, et ils ont fait leur travail, quoi. C'est ça. Elle disait que, on critique beaucoup, mais vous voyez, c'est pas nouveau. De tout temps, on critique la police.
Et bon, souvent, ce qu'elle voulait dire, souvent de manière injuste. Mais bon, on la critique aussi parfois de manière juste. Hein. Merci. On se retrouve tout de suite après ceci et avec les auditeurs de Sud Radio, Frédéric Charpier. Et vous allez prendre la parole dans un instant, mais pour ça, il faut nous appeler au 0826 300 300. Vous serez avec Zach au standard. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est le moment où vous posez vos questions à Frédéric Charpier. Et nous sommes tout de suite avec Jean-Claude qui nous appelle de l'Essonne au 0826 300 300. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Sud Radio, bonjour. Monsieur Berkov, bonjour. Et à votre invité, bonjour. J'en profite parce que j'ai peut-être oublié de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous remercier pour votre émission. Merci. Déjà. Et je vous les souhaite aussi. Et je vous remercie également. Alors, à votre invité, je vais lui poser une, si je peux, deux questions. Ouais. Moi, je suis un simple citoyen. Je suis à des années-lumière un petit peu de connaître tous les dédales de l'administration. Moi, je voudrais poser la question. Déjà, quel est le profil de ces, je ne vais pas dire super flics, mais quel est le profil de ces policiers qui sont en l'IGPN? Est-ce que ce sont des anciens policiers ou des gens qui ont été sur le terrain, donc qui connaissent, et qui connaissent un petit peu entre guillemets, les problématiques qu'il peut y avoir? Et la deuxième question, est-ce que l'IGPN, quand elle met, je dirais, quand elle entend des fonctionnaires de police qui sont comportés de différentes façons, est-ce que l'IGPN a le droit et peut remonter jusqu'au commandement, c'est-à-dire jusqu'aux ordres qui ont été donnés? Je n'ai pas de jugement de valeur. Voilà. Frédéric Charpier, deux bonnes questions. Oui. Monsieur Béthier, c'est une très bonne question. Ce sont en général des gens qui ont eu une autre vie dans la police avant d'arriver à l'IGPN et autrefois à l'IGS. Il y a eu aussi, on se regarde sur le plan historique, parce que ça a eu souvent aussi des fonctions un peu différentes. À une époque, le l'IGPN, c'était considéré un peu comme un dépotoir, ou en tout cas un truc où on mettait des policiers qui momentanément ne plaisaient pas, etc. Mais disons que on va écarter ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, si vous prenez les deux dernières patronnes de l'IGPN, c'est deux femmes, parce que c'est devenu un poste qu'on attribue désormais, jusqu'à preuve du contraire, à une femme. Ouais. Si vous regardez ces deux femmes, ce sont deux femmes qui ont eu un parcours dans la police qui est un parcours complet, quasiment, avec des responsabilités, y compris sur le terrain, en PJ, etc. La police des frontières pour l'une, la police judiciaire. L'actuelle, elle a même été à une époque à l'IGS, donc elle avait ça en plus. Et sinon, elle a fait toute une carrière en ce qu'on appelle en sécurité publique. Voilà, donc ce sont des policiers qui ont un passé. Alors après, vous avez beaucoup de personnel technique qui travaillent à l'IGPN, qui sont des gens qui ne sont pas forcément des policiers de terrain. Vous avez dans la police d'agents techniques, des gens qui sont... voilà. Donc ça, si vous voulez, mais globalement, on va dire, ce sont des policiers comme les autres. D'accord. Qui arrivent à la fin de leur carrière, qui peuvent avoir ce genre de choix. Oui. Et la seconde question, justement, Frédéric Charpier, est-ce que l'IGPN a ou fait, et ça rentre dans ses prérogatives, ou en tout cas dans ses pouvoirs, de remonter la filière pour savoir qui a donné des ordres dans telle ou telle circonstance? Je vais répondre à une autre question qui n'est pas posée là, mais qui peut-être, et la question qui à mon avis me paraît peut-être posée de manière indirecte, c'est est-ce que l'IGPN s'en prend à tout le monde? Est-ce qu'elle ménagerait les hauts responsables de la police, les patrons, etc. Réponse, non. L'IGPN, et ça quand on regarde, ça je l'ai fait, j'ai raconté quelques histoires, quand elle s'intéresse à une histoire, que le policier soit un policier de base ou un policier de très haut niveau, s'il a commis une faute et si l'inspection arrive à l'établir, il va prendre comme tout le monde. Ouais. Quel que soit le grade, quelle que soit la hiérarchie. Quel que soit le grade. D'accord. Quel que soit le grade. Alors je ne sais pas si c'était peut-être pas ça la question qui était strictement posée, mais en tout cas, si c'était celle-là, j'y réponds comme ça. D'accord. Augustin. Merci beaucoup Jean-Claude de nous avoir appelé avec de très bonnes questions en effet. Nous sommes avec Régis qui nous appelle de Châtenay. Bonjour Régis. Oui, bonjour Régis. Bonjour. Oui, attendez, vous entendez mal. Oui, j'ai enlevé le haut-parleur. Ah, très bien. Bonjour Monsieur Berkov.
Et alors moi aussi, je vous souhaite de bonnes fêtes pendant les vacances. Et puis je vais faire comme mon collègue d'avant, c'est-à-dire que je vais vous dire tout ce que j'ai envie de dire, et puis après mais allez-y, simplement soyez ramassés. Vous savez, il y a beaucoup d'auditeurs, mais allez-y. Je vais essayer. Alors je dis que la droite comme la gauche sont responsables. En plus, l'éducation n'apprend pas aux jeunes à respecter les autorités, ça se retourne contre eux. Je n'aime pas les flics personnellement, mais quand on me demande mes papiers, je les présente sans manifester mon ras-le-bol. Par contre, avec les gilets jaunes, le jour où ils ont présenté leurs papiers et leur sac ouvert pour aller sur les Champs-Élysées, et 25 mètres plus loin, ils avaient droit au gaz. Là, je pense que le gouvernement, oui, ils ont agi, pas sans les ordres, mais avec des ordres venant du gouvernement, qui a bien aussi géré les gilets jaunes que le Covid, avec la complicité de la majorité des journalistes complotistes du gouvernement, tout au moins pour le Covid. Et donc, vous trouvez que effectivement là-dessus, il y a eu excès, disons, pour parler des gilets jaunes, déjà. Les gilets jaunes, le gouvernement, il a pensé qu'il allait les mater au lieu de discuter. Et puis, pendant que j'y suis, un truc que j'ai oublié, c'est que les casseurs, j'ai entendu, d'ailleurs, c'était peut-être bien sur votre radio, un auditeur qui disait pourquoi on les marque pas avec les flashballs, là, les trucs à peinture, et après on le récupère. Et dans ce cas-là, il y en aurait moins sur le terrain, quoi. Mais on a l'impression qu'on les laisse faire pour justement discréditer les gilets jaunes, les manifestants. Voilà. Frédéric Charpier, est-ce que au-delà effectivement de cet exemple-là, est-ce qu'il y a évidemment, et c'est pas nouveau, vous allez me dire, manipulation, etc., en utilisant et instrumentalisant, une partie de la police à ses fins? Dans le maintien de l'ordre, il peut y avoir, il y en a eu, on pourrait faire un gros livre là-dessus. Ce qu'on appelle des provocations, des manipulations. Ça a toujours existé. Après 68, peut-être vous en souvenez aussi, j'en sais rien, mais il y avait eu une soirée à Saint-Michel où des gens avaient cassé des vitrines, etc. C'était en 70, je crois, ou 71. Et en fait, il y avait des gens qui avaient pris des photos. C'était des policiers qui avaient, sur ordre à l'époque, cassé les vitrines. Bon, tout ça, c'est vieux, mais ça prouve en tout cas. Ça existe encore. On n'est pas à l'abri de ce genre de manipulation. Certains l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et on a lu ça dans un livre de témoignages il n'y a pas longtemps où on a appris qu'un ancien ministre de l'Intérieur avait délibérément laissé des jeunes de banlieue sikh tabasser des jeunes pas de banlieue à Paris lors d'une manif. Voilà. Oui, il y a eu beaucoup. Il y a eu des manipulations dans tous les sens, et c'est vrai, vous en parlez aussi. Oui. Et on va maintenant dans l'Hérault avec Ben qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Ben. Oui, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour. Et voilà, merci de me donner la parole. Simplement, voilà, c'est que par rapport à la police, ce que je voulais dire, c'est que évidemment qu'on a besoin d'une police, d'autant que c'est une police républicaine. Donc je crois que ça mérite le respect. Voilà. Mais ceci dit, il y a quand même un pourcentage de policiers qui sont irrespectueux. Bon, peut-être, je ne connais pas le pourcentage, mais certainement très faible. Et quand vous dites irrespectueux, ça veut dire quoi, Ben? Qu'est-ce que vous voulez dire par irrespectueux? Le tutoiement. Bon, un policier, voilà, il vous tutoie. Ouais, passe-moi tes papiers, et puis il vous jauge, et presque il vous humilie. Voilà, oui, il a la force avec lui. Alors, vous savez, il y a des gens, vous leur mettez un képi, c'est plus les mêmes. Voilà, et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est une minorité, je le redis, mais on a le sentiment que ces gens-là sont protégés, sont couverts. Même s'ils peuvent tutoyer, même s'ils peuvent avoir un rapport de force avec vous, on ne peut pas lutter contre ça. Comment moi je vais, si un policier vous tutoie, il ne me respecte pas, quelle marge qu'est-ce que j'ai moi pour me défendre? Voilà, et donc la seconde chose, c'est que si vous voulez au niveau des policiers, on a l'impression quelquefois que quand il y a des bavures, on a le sentiment qu'ils sont protégés. C'est-à-dire qu'on a très rarement vu dans l'histoire
de notre pays, des policiers lourdement condamnés par rapport à une bavure, etc. Alors c'est souvent des sursis, suivant le policier et les licenciés, mais il n'y a jamais de peine. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est un boulot difficile, hein. Je ne dis pas ça. Hein. C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui mérite le respect. Mais comme dans tous les métiers, je dis bien dans tous les métiers, même parmi les journalistes, hein, eh ben, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Un peu simplement, c'est vrai. Simplement, dans d'autres métiers, les gens ils sont foutus dehors, mais dans la police, non. Dans la police, on a l'impression que les policiers ont tous les pouvoirs. Et ça, c'est pas normal. Alors, Frédéric Charpier, les questions Ben, effectivement, le tutoiement, cette espèce de sentiment, et c'est vrai que Ben n'est pas le seul. Beaucoup le disent, Et quand il dit surtout, oui, mais les policiers, effectivement, il y a très peu de condamnations, peut-être on les écarte, etc. Vrai ou pas vrai, ça, Frédéric Charpier? Tout dépend, évidemment, de ce qu'un policier a fait. En général, quand il a commis un crime, il dégage et il va en prison. Dans le livre, je rappelle un certain nombre d'affaires où les policiers se sont retrouvés en prison. Le policier qui est parti avec 50 kilos de cocaïne qu'il avait pris les stocks de la BSP à Paris. Ce que vous racontez là, oui. Il s'est retrouvé lui aussi. Oui, ils sont vraiment sanctionnés, non? C'est ce que vous dire par rapport à Ben. Mais quand les gens, non, mais il y a il peut y avoir un problème. Je suis d'accord de perception. Souvent, mais il ne faut pas tout confondre. Le tutoiement, je suis d'accord. Je trouve que c'est un truc qui est totalement inutile. C'est comme le passage à tabac, ça sert à rien, c'est fini ça. Il y a des choses sur lesquelles on va faire des croix. Vous voyez, quand on parle d'une police républicaine, ben ça a des exigences. Alors, si on emploie le mot simplement parce qu'il faut employer le mot, ça n'a pas de sens. Mais si on veut donner du sens au mot, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Bon, donc quand les gens font des choses graves, ils sont condamnés, il n'y a aucun problème. Quand ils ont, en interne, fait des choses, ont accumulé des choses, on les vire. Il y en a beaucoup qui sont virés chaque année, quand même. Hein. Bon, après, on vire pas forcément tout le monde. On peut mettre un policier qui a fait des bêtises, entre guillemets, on peut l'affecter à un poste où, voilà, parce qu'il faut à la limite s'en servir. Tout exige pas que le type aille en prison pour les... Tout n'est pas blanc et noir, c'est pas entre les monstres et les anges. Donc ils peuvent être tolérants, et la hiérarchie peut être tolérante, elle l'est parfois vis-à-vis d'elle-même, c'est vrai, tout ça existe aussi. Il ne faut pas se leurrer, mais disons que globalement, on ne peut pas non plus reprocher systématiquement tout. Que tout n'est pas couvert, absolument. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous appellent, et vous allez encore prendre la parole pendant un quart d'heure. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous filons tout de suite au 0826 300 300 à Bordeaux avec Oumid. Bonjour Oumid. Bonjour Oumid. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous écoute. On vous écoute Oumid. C'est à vous. Bonjour monsieur Berkov. Bonjour. Et bonjour monsieur Frédéric. On vous écoute. Merci de m'avoir donné la parole. Moi je suis marocain. Oui. Et j'étais au Maroc, j'étais lieutenant de la gendarmerie. Oui. Pendant 10 ans. Et 2 ans instructeur. Je suis rentré en France en 72. Oui. Et là, il est arrivé une chose. Un jour, on a fêté l'anniversaire d'un ami dans une entreprise. Oui. Et vous étiez où en France? C'était où? En quelle ville? C'était à Bordeaux. À Bordeaux, d'accord. D'accord. Juste en face de la gare Saint-Jean. D'accord. Et puis, il y avait, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait entre le barman et mon ami, parce qu'il était obèse, il a traité d'obèse et tout. Tout d'un coup, on voyait 4 policiers qui arrivent. Ils ont commencé à taper mon ami. Il travaille avec moi. Ouais. Il portait des lunettes de vue. Ouais. Et mon ami, il a perdu ses lunettes. Par terre. Moi, je me suis baissé pour prendre les lunettes. Et un policier m'a donné un coup par derrière, j'ai fait un plongeon. Après l'autre, il m'a soulevé, il m'a donné une gifle. Il m'a dit de quoi on se mêle. J'ai expliqué que le monsieur, il travaille avec moi et sans lunettes, il ne peut pas travailler. Donc il m'a menotté avec lui, nous a amenés au poste. J'ai expliqué mon cas à un officier et il m'a dit de rentrer chez moi. J'ai dit non, je veux d'abord donner une explication pourquoi il m'a giflé.
Oui. J'ai rien fait, moi. Ouais. Pourquoi il m'a giflé? Une gifle, Monsieur Berkov, une gifle, c'est comme on crache sur la Bible. En tout cas, une gifle, c'est une gifle, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et un coup de pied par derrière, j'ai fait un plongeon, j'avais même des égratignures à la main. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui. L'officier, il m'a dit de rentrer chez moi. J'ai dit non, je rentre pas chez moi, je voudrais voir un supérieur pour expliquer mon cas. Oui. Il m'a dit d'accord, on va appeler le supérieur. Alors, il m'a mis dans une cellule, c'était un samedi, et dimanche, ils nous ont présenté au procureur. Alors, j'ai expliqué mon cas au procureur. Vous avez passé samedi, dimanche donc au poste. Vous êtes resté au poste. Samedi, j'ai passé dans le poste. D'accord. Donc vous avez eu un procureur, pas le supérieur, mais un procureur. Oui, le dimanche. D'accord. Nous ont présenté en différé. D'accord. Et puis on est sorti. Le procureur m'a dit bon, on va faire une enquête, on va suivre. Et vous connaissez les policiers? J'ai dit oui, bien sûr, je connais les policiers. C'est 4 jeunes. Oui. Vous savez, quand ils ont la tenue, ils ont du zèle. Ils font du zèle. Donc et quand ils n'ont pas la tenue, ils baissent la tête. Bien sûr, on respecte la police. Moi, depuis 72, j'ai jamais eu de problème. J'ai 10 enfants. Jamais de problème. Et vous êtes sorti ensuite et ça s'est arrêté. Et votre ami aussi est sorti avec vous à ce moment-là? Oui, il est sorti avec moi, oui. Et ils ont réparé ses lunettes parce qu'il était le verre est cassé. D'accord. Et puis voilà. Et vous n'avez depuis vous n'avez plus de problème avec la police, enfin vous ou votre ami? Non, moi j'ai jamais de problème avec la police. Oui, ce que vous dites, c'est que vous comprenez pas cette violence comme ça gratuite qui s'est passée. Voilà la violence. Pourquoi ils sont violents comme ça? On les respecte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tenue. Ils ont la tenue, ils font du zèle. Ils n'ont pas de formation peut-être. Alors justement, ça ce sont des incidents, enfin quand je dis incidents, c'est très mal ressenti et avec raison. Frédéric Charpier, on a parlé du tutoiement avec notre auditeur précédent. Est-ce que la tenue joue un rôle? Est-ce qu'il y a des gens, qui se laissent aller et qui vraiment outrepassent effectivement leur fonction en l'occurrence? Ben oui, ça peut arriver. Oui, il y a des comportements qui ne sont pas normaux, c'est vrai. Cette violence gratuite, on l'aperçoit souvent dans les passages à tabac. Ça prend des fois des tournures. Surtout maintenant, c'est filmé, on les voit. On pourrait les décortiquer, ça ressemble à rien. C'est invraisemblable. Qu'est-ce que c'est? En plus, ça sert à rien. Vous vous êtes défoulé, mais et puis au final, il n'y a rien de plus, si ce n'est une procédure. Et puis des attaques contre la police, parce que quelques-uns ont mordu le trait, parce que ça, il faut quand même préciser que c'est pas non plus un comportement qui est généralisé. La plupart des policiers sont corrects. Et, on est bien d'accord. Non, et puis il y a aussi cette violence à sens unique, je voudrais dire à Oumid. Vous savez, quand on a reçu Abdoulaye Kanté, qui est un policier qui est noir, et quand il nous parlait que du matin au soir, il y a des gens qui viennent l'insulter en disant tu es un bounty, oui, tu es noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, et tu es un traître à la nation, ce qui est lamentable à ton peuple, ce qui est vraiment proprement lamentable, puisque c'est raciste, c'est-à-dire qu'on le stigmatise en fonction de sa couleur de peau. Il y a ça aussi, il faut voir que c'est pas facile de tenir ses nerfs dans certains cas. En plus de ça, les policiers, c'est des dragueurs. Des graveurs. Des dragueurs. Ah, des dragueurs. Oui, il n'y a pas que qui sont des dragueurs, Oumid. Je ne veux pas du tout les défendre, mais il n'y a pas que. Merci en tout cas, Oumid. La drague, ça c'est vraiment le dragueur, oui. Que celui qui n'a jamais dragué me jette la première pierre, c'est ça. Merci Oumid de nous avoir appelés. Nous sommes maintenant très brièvement avec Anne-France de Montpellier. Très très brièvement, Anne-France, bonjour. Anne-France, bonjour. Oui, bonjour André Berkov. Bon, écoutez, ce que je viens d'entendre, moi je suis un petit peu révoltée par le dire des gens, parce que initialement la police, la gendarmerie, c'est pour nous sécuriser, c'est pour que la population puisse vivre tranquillement. On nous arrête, on présente nos papiers. Si on a fait une bêtise, si on n'a pas été dans les normes, on accepte.
mais on n'insulte pas la police, parce que la police reçoit quand même beaucoup d'insultes de la part des gens. Ils ne peuvent pas répondre, et c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que les choses peuvent dévier vu dégénérer, Voilà. Donc, bon, d'abord, la police est là pour nous, pour toute la population. Donc, on la respecte, et puis après... Non, je comprends. Si on respecte, ils nous respectent. Il n'y a pas de souci. Là, quand on voit la télévision, on les filme, Attendez, c'est les traîner dans la boue. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la police. J'ai quand même vu beaucoup de choses. Si les gens sont corrects, il n'y a pas de souci. Oui, voilà. merci Marie-France. Et taper sur la police comme on tape actuellement, et ben un jour il y aura d'autres gros problèmes, et malheureusement on y va droit. On y est déjà, mais effectivement, juste Frédéric Charpier, un dernier mot. Je recommande votre livre, hein. Il faut vraiment, auditeur de Sud Radio, c'est très intéressant de voir comment se passent les arcanes et raconter un certain nombre d'histoires vraies, d'histoires de faits. Juste Frédéric Charpier, est-ce qu'on va sortir un peu un de ces jours de ce malentendu permanent, en tout cas qui existe peut-être pas, et vous l'avez dit, ça ne concerne pas tout le monde, de loin de là, mais peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose. Oui, mais je crois que la police, et comme tout le monde, on est dans une mutation générale, et par exemple tous les nouveaux moyens de communication, tout ça, ça les perturbe aussi. On est dans une civilisation qui change, et que tout le monde y retrouve ses marques. Et voilà, je sais pas, on en sortira forcément ou pas, mais de toute façon, on vivra avec, ça c'est clair. D'ailleurs, on a tous pris l'habitude de vivre avec le Covid. On peut vivre avec n'importe quoi. Et voilà, donc, grosso modo, je suis optimiste. Ouais. Très bien, mais nous aussi, on le sera. Merci. Merci beaucoup. Et je rappelle le titre de votre livre, IGPN, une institution au-dessus de tout soupçon, sous forme de questions évidemment, aux éditions Albin Michel. Merci Frédéric Charpier. Puis dans un instant, Brigitte Lahaie évoquera le sexe des femmes.